Bonjour, je suis Florence Roubaud, la responsable du salon Natexpo, et je suis ravie d'être avec vous pour cette quatrième session des webinaires de Natexpo saison 2. Donc, depuis mars 2021, nous avons décidé d'organiser ces webinaires tous les mois en regroupant des professionnels de la bio et des experts pour échanger sur les dernières actualités du secteur. Aujourd'hui, ce sont près de 500 inscrits que nous avons recueillis et depuis le début, nous enregistrons près de 4500 live, replay ou en direct. Donc, merci à tous. Donc, juste pour vous présenter rapidement l'ASPAS, qui est organisatrice de Natexpo. L'ASPAS est une société qui a été fondée il y a plus de 40 ans par Claude et Violette Dumont et qui a été reprise par Patricia Bertonier-Massif en 2010. Elle est aujourd'hui dirigée par Valérie Lemans et Eric Faure. L'ASPAS est le leader français dans l'organisation d'événements salons B2C et B2B dédiés à la bio, au bien-être, à la santé au naturel et à l'art de vivre. Parallèlement à ça, nous avons aussi lancé en 2015 un site de vente en ligne, une place de marché qui s'appelle Cbelia.com. Cbelia agrège aujourd'hui 600 marchands, 50 000 produits, 80 000 clients, ou environ 4 000 nouveaux par mois. Ça, c'est pour la partie vente en ligne. Et l'ASPAS accompagne également certains institutionnels comme Biocoop, comme l'Agence Bio, comme la région Occitanie dans l'organisation d'événements et comme la Fédération Natexpo pour Natexpo. Donc, Natexpo, c'est le huitième Natexpo que nous organisons depuis 2013, depuis que Natexpo nous en a confié l'organisation. Et au fur et à mesure des années, on l'a vu grandir, se développer, s'implanter et devenir complètement légitime et incontournable dans le secteur. La prochaine édition aura lieu du 18 au 20 septembre à Eurexpo Lyon. On attend 850 exposants et 10 000 professionnels français et internationaux. Natexpo est un salon de filière, c'est-à-dire qu'il couvre vraiment le secteur bio dans sa globalité, depuis l'alimentaire, les cosmétiques, les compléments alimentaires, mais aussi tout ce qui est ingrédients, tout ce qui est services, équipements pour les magasins et les marques. Et d'ailleurs, nous avons créé cette année un nouveau secteur dédié e-commerce, le e-commerce qui nous anime aujourd'hui. Et en parallèle des stands, on a une dizaine de forums thématiques organisés par nous et par nos partenaires pour décrypter les tendances, analyser les attentes du marché et mettre en valeur les innovations des acteurs du secteur. Voilà. Donc aujourd'hui, nous parlons e-commerce, parce qu'avec cette pandémie de Covid, nous nous sommes rendus compte que les ventes en ligne avaient explosé. Et aujourd'hui, près de 41 millions de Français achètent en ligne. 70% d'entre eux sont attentifs aux démarches éco-responsables dans le choix de leur achat. Et malgré cela, moins de 2% du chiffre d'affaires total de la bio est réalisé en e-commerce. Donc c'est pour ça que les distributeurs de réseaux spécialisés bio savent que leur croissance est conditionnée au développement du e-commerce. C'est pour ça que nous avons décidé d'organiser ce webinaire ce jour et c'est pour ça que nous avons décidé de lancer ce nouveau secteur. Donc avant de commencer, je vous précise juste que vous avez en bas à droite de votre écran un chat. Vous avez possibilité de poser des questions. N'hésitez pas, nous y reviendrons régulièrement et ça permettra de dynamiser la chose. Donc voilà, je vous laisse la parole. Simon, c'est parti. Eh ben, merci Florence, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, on voulait dire qu'on aime beaucoup être sur Natexpo, nous aussi. Je pense que les participants à ce live viendront. N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur nos stands respectifs pour prolonger la discussion, poser vos questions. Et encore mieux, ce qu'on aimerait, c'est que vous n'hésitiez pas dans le chat à poser vos questions. Aujourd'hui, je suis avec Nathan Labat du site La Fourche, Céline Berthollet du Pain de Beldon et Ariane Sarton d'Aventure Bio. On a un thème qui nous a été proposé par Natexpo qui nous intéresse beaucoup, qui est réinventer la distribution spécialisée bio en ligne. Et on s'est dit qu'on n'avait pas de leçons particulières à donner, donc on allait surtout en fait vous donner du retour d'expérience. Chaque acteur, chaque participant de ce chat est actif dans la partie e-commerce à son niveau avec sa stratégie. Et l'idée, c'est de vous permettre, vous, que vous soyez une marque ou un magasin, en fait, vous faire une idée de qu'est-ce que font des gens qui ont un profil qui ressemble au vôtre. Donc, on va commencer par un petit tour de table. Céline, si tu veux, on peut commencer par toi. Est-ce que tu peux présenter Pain de Beldon Beldon, pardon. Est-ce que vous faites sur le e-commerce? Et tu peux présenter Beldon pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, alors donc moi je suis Céline Berthollet, responsable marketing et communication pour Beldon. Donc Beldon, c'est une marque qui fabrique et vend des produits de boulangerie, biscuiterie, chocolaterie et confiserie. On existe depuis 30 ans. Voilà, on travaille en commerce équitable. En termes de sélection d'ingrédients, on privilégie tout ce qui est origine France.
On travaille beaucoup en local, notamment sur les parties farines. Voilà. Et sur la partie e-commerce, on s'est lancé en fait en 2020, le projet ayant été accéléré par la partie confinement, et on s'est lancé aux côtés d'Aventure Bio. Voilà, qui a géré la partie technique et qui s'occupe encore aujourd'hui de notre site. Au-delà de notre propre site, on travaille aussi avec des plateformes telles que effectivement Greenwiz, bienmanger.com et certainement d'autres, parce que j'en oublie. La Fourche peut-être un petit peu. Voilà, et aujourd'hui je suis ravie de participer, si je peux apporter quelques éléments de réponse, en tout cas en tant que marque, sur cette problématique, avec plaisir. Super, merci. Bah, du coup, le lien est tout fait. Donc Nathan, tu es cofondateur de La Fourche, et une des sociétés qu'on a vu émerger ces dernières années. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, ben merci beaucoup. En tout cas, pour l'invitation. Effectivement, on a quelques produits Beldon. En présence des DM, on reste sur des DM très longues pour La Fourche. Mais du coup, je vais en profiter pour présenter tout ça. Donc, nous, on est un magasin en ligne. L'idée, c'était vraiment, en fait, c'est un peu le modèle de distribution. Donc, il y a un modèle d'adhésion. On connaît plus en France, qui a un modèle aussi d'adhésion. Et donc, nous, on fonctionne avec un modèle d'adhésion qui coûte une soixantaine d'euros. Ça revient à peu près 5 euros par mois. Et en fait, nous, ça nous permet aussi une coût d'acquisition, c'est quelque chose dont on parle souvent justement en e-commerce, pour pouvoir justement avoir un modèle qui est à la fois rentable pour les adhérents et rentable pour nous. Donc, en fait, on est en moyenne on peut aller entre moins 20 et moins 30% par rapport à ce que vous allez trouver en magasin bio classique, sur une sélection qui est aussi plus réduite de produits. Donc, on a un catalogue qui est vraiment plus restreint. On a 4000 références versus, je dirais, 6-8 000 en magasin bio classique, et pour d'autres, 15 000, 20 000, voire plus dans des plus grosses enseignes de GMS classique. Et donc, ouais, on va très heureux de pouvoir un petit peu parler de toute cette partie e-commerce. Et donc, je pense que, ce qu'il y a à savoir sur La Fourche, on a eu une croissance rapide. On a commencé en 2018. On a multiplié nos chiffres d'affaires par 3 entre 2019 et 2020, et par 2 entre 2020 et 2021, malgré la fin du Covid. Je pense que le Covid a été un énorme accélérateur à la fois d'usage, mais aussi même d'écosystème, on va dire, sur la partie alimentaire. Et donc, du coup, on a vraiment, on a vraiment, entre guillemets, surfé sur le Covid. Mais au-delà de ça, je pense que sur la partie qualité de service qui est forte, et je pense qu'une des choses qu'on a réussi à faire aussi, c'est une partie qualité de service, parce qu'en fait, on ne revient pas sur un site e-commerce si jamais la qualité de service n'est pas bonne. Et donc, je pense que c'est là aussi où je veux insister sur La Fourche, aussi avoir une qualité qui est assez irréprochable en termes d'engagement, mais aussi en termes de service au client. Top, merci. Bon, je reviendrai après avec une question pour chacun. Ouais, bien sûr. Permet de dimensionner un peu chacune des activités. Ariane, du coup, tu travailles chez Aventure Bio, comme moi, pour ceux qui savent. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'activité d'Aventure Bio là-dessus? Oui, bonjour. Donc, Ariane, je suis co-gérante chez Aventure Bio. Aventure Bio, c'est un grossiste de produits bio en ligne, qui a été aussi fondé notamment par Simon, qui est un des cofondateurs, mais en 2018. La particularité d'Aventure Bio, c'est d'essayer de pousser l'innovation. C'est né d'un constat, les magasins bio avaient un peu de mal à innover, un peu de mal à pousser des marques un peu différenciantes. Et du coup, Aventure Bio, au départ, c'était comment faire émerger des petites marques, des pépites, et un peu renouveler l'offre traditionnelle bio. Donc aujourd'hui, on a entre 2500 et 3000 références. Pas que de l'innovation, bien sûr, parce qu'on a des marques bien installées, traditionnelles dans la bio, mais également, on pousse beaucoup l'innovation. Et ça passe par pas mal de communication, sourcing très régulier de nouvelles marques qui arrivent un peu en permanence sur le site, et également une proposition de vente de produits à l'unité. C'est-à-dire qu'on est un grossiste qui déconise tout, et qui peut envoyer des produits un par un pour que les magasins puissent tester l'innovation sans
sans avoir peur et sans être obligé de se référencer, voilà, de prendre beaucoup de produits. Parallèlement à ça, et un petit peu, voilà, c'est lié puisqu'on s'est décolisé et envoyé à l'unité, on a une activité de site qu'on appelle chez nous D2C. Donc, c'est le direct consumer, c'est-à-dire qu'on propose aux marques que, du coup, l'on a en stock grossiste de créer leur site e-commerce et de l'opérer derrière. C'est-à-dire qu'on fait le site et derrière, on l'opère, c'est-à-dire qu'on expédie, on prend les commandes, on les expédie, on fait le service client et on anime le site si la marque le souhaite. C'est donc ce qu'on fait avec Céline chez Beldon. Je vais relayer directement. En termes de taille, cette activité-là, ça représente quoi? Les sites que Retour Bio opère, c'est quelle taille en nous écoute. Les magasins puissent se faire une idée un peu du... Chaque marque à l'année, ce que ça représente? Ouais, en termes de volume. Alors, c'est assez variable, en fait, suivant les marques, c'est sûr, puisqu'on a de tout type de marques. On a des marques bien connues, bien installées. On a des marques beaucoup plus petites et complètement nouvelles. Mais en gros, ça oscille entre 50 et 100 000 euros par an de chiffre d'affaires pour ces marques-là. OK. Céline, chez Beldon, la stratégie e-commerce et la stratégie direct consumer, elle consiste en quoi? C'est quoi vos attentes et c'est quoi dire le temps et les moyens que vous y consacrez actuellement? Alors, déjà, le site e-commerce, il rentre dans une stratégie globale où on souhaite, on va dire, reprendre le contact avec le consommateur. C'est aussi pour ça qu'on a ouvert... donc, ça rentre dans la logique. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en magasin bio, on ne peut pas avoir tous nos produits, que sur les réseaux sociaux, on nous demande tel ou tel produit qui n'est pas référencé forcément dans une enseigne, mais que les gens aimeraient retrouver. Voilà. Donc, on est parti là-dessus et on est parti aussi sur le fait de dire que la différence de notre site par rapport au reste de notre distribution, c'est de vendre plutôt en gros. C'est-à-dire, en fait, on vend beaucoup en vrac. Le vrac, c'est un peu compliqué, on va dire, en e-commerce. Donc, on est parti sur le fait de vendre 1,5 kg de biscuits, par exemple, ou 2 kg de billes de chocolat. Voilà, ce qui nous différencie un peu de ce qui existe. Et on voit que c'est ce qui marche d'ailleurs plutôt bien, parce qu'on propose d'autres choses sur le site. Mais ce qui marche, c'est plutôt la vente en gros. Voilà, et pour nous, ça permet d'avoir un retour du consommateur directement sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, de pouvoir le réorienter quand il cherche un produit et qu'il ne le trouve pas en distribution bio. Voilà, et ça nous permet aussi également d'aller en distribution et de dire, nous on constate que ça marche bien, ce serait bien aussi peut-être de référencer tel ou tel produit, donc ça nous sert un petit peu de labo aussi. Voilà. Eh ben, merci. Nathan, du coup, je crois que vous communiquez dessus, mais je pense qu'une différence de taille importante avec les activités dont on a parlé là. Comment vous communiquez sur votre taille, sur ce qui vous, comment ça s'organise une grosse boîte e-commerce comme vous? Ouais, enfin, grosse boîte, on est encore tout petit par rapport à d'autres acteurs, même du bio et hors bio, mais nous. Ouais, effectivement, on a à peu près 50 000 adhérents là aujourd'hui. Donc, c'est ce sur quoi on communique le plus. Voilà, et donc on fait à peu près 20 000 commandes par mois. Donc, effectivement, ça commence à faire, ça fait quasiment 1 millier de commandes sur la journée. En tout cas, sur le jour ouvré, un petit peu moins, 800-900 colis chaque jour. Comment ça s'organise? En fait, on a vraiment, nous, on a de manière native, en fait, oui, effectivement, on est tourné totalement sur l'e-commerce. Donc, ça veut dire qu'on a des équipes dédiées vraiment sur tout, sur la data, sur justement le taux de conversion, la croissance, l'onboarding des adhérents, le service client qui est totalement digitalisé. Et donc, en fait, on a vraiment créé une machine, entre guillemets, e-commerce autour de ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi une traçabilité, entre guillemets, pour les adhérents. On parle de traçabilité en alimentaire, mais c'est vrai que là, c'est une traçabilité de la commande, où est-ce que ça en est, des délais d'attente, et d'avoir une vraie professionnalisation de ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment qui est attendu, en fait, par les adhérents.
On n'a pas forcément des délais en revanche de commande qui sont enfin un délai de livraison qui est très court. On ne veut pas du tout rentrer dans cette danse-là. Là, on voit qu'il y a plein de navigateurs conventionnels qui vont être sur des livraisons en moins d'une heure, enfin des Amazon & Co et voire plus dans les grandes villes. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'être sur des paniers plutôt de fond de placard. Et donc, il n'y a pas une urgence totale à commander chez nous et c'est même de manière écologique. Nous, on n'avait vraiment pas du tout envie de lancer des livraisons express. Donc, on a des délais qui sont entre 3 et 4 jours. Mais en revanche, ce qui est important, c'est le taux de complétude et le taux d'exactitude. Et ça, il est vraiment très, très fort. On est à 99,5% de taux d'exactitude, quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment sur ça qu'on se base. Et donc, nous, nos opérations, c'est vraiment… on a déménagé 3. On a commencé dans cet entrepôt de 100 mètres carrés en pleine cité des 4000 à la Courneuve. On a toujours été dans le 93. Ça nous tenait un petit peu à cœur d'être autour de Paris, mais dans une zone, on va dire, d'emploi assez sinistrée. Et donc, on a commencé à 3. Et ensuite, on a déménagé une première fois dans un entrepôt de 10 000 mètres carrés. Et là, maintenant, on a redéménagé dans un entrepôt de 13 000 mètres carrés, qui est quand même une plus grosse machine. Donc là, ça nous permet aussi de mettre en place tous les process opérationnels pour justement pouvoir grandir de manière sereine et aussi améliorer nos coûts tout simplement. Et je pense que les deux, quand on regarde vraiment un compte de résultat en fait e-commerce, il y a vraiment il y a la marge comme tout distributeur, mais effectivement, ce qui est important, c'est les coûts opérationnels qu'on a derrière. On n'a pas et on a un coût d'entrepôt qui est important, mais qui est entre guillemets plus réduit qu'un coût de magasin. C'est un des avantages entre guillemets d'être en e-commerce. En revanche, on a un coût d'acquisition, c'est-à-dire que notre zone de chalandise, en fait, nous, on doit la payer. Et donc, l'idée en fait de l'adhésion, c'était autour de ça, c'est de faire baisser justement ce coût de zone de chalandise, entre guillemets, ce pas de porte. Parce qu'en fait, en adhérant, on a un coût moyen sur chaque commande qui est beaucoup plus bas que si on doit faire à chaque fois sur le site pour une nouvelle commande. Et donc, c'est comme ça vraiment qu'on a raisonné. Et c'est un des points vraiment importants pour, je pense, réussir en e-commerce. C'est vraiment aussi ne pas voir juste les coûts qui sont liés à sa commande, mais aussi regarder le coût marketing qui est indu sur les plateformes du type Facebook ou Google, malheureusement. Le coût aussi qu'on a. Et donc, ça, on fait vraiment, on suit ça de manière très aussi. Top. Et pour donner un petit peu de contexte peut-être aux gens, du coup, vous avez démarré il y a 3 ou 4 ans. Là, si je fais le calcul bête, je pense sur 3 ans et demi. Sur les 20 000 commandes que tu annonces, ça veut dire que tu as un chiffre d'affaires qui doit être quelque part entre, je ne connais pas votre panier moyen, mais entre 10 et 18 millions d'euros. Enfin, le rythme, ça fait ça en ordre de grandeur. C'est une croissance très forte en peu de temps. J'imagine qu'il y a un phénomène, vous avez levé des fonds pour arriver à faire ça. C'est possible pour que les auditeurs comprennent un petit peu le contexte et voilà, est-ce que vous communiquez dessus ou pas du tout? Quels sont les facteurs de succès? On ne communique pas spécialement dessus. Je pense que oui, on a effectivement levé des fonds pour réaliser. On ne communique pas du tout sur les montants, etc. Ensuite, je pense que le facteur de succès, c'est vraiment c'est de l'exécution pure. Donc oui, bien sûr, il y a des fonds pour pouvoir soutenir une croissance qui est forte, pour pouvoir embaucher, parfois surembaucher. En période de forte croissance, souvent, entre guillemets, on a des coûts des coûts de main-d'œuvre en fait, qui sont parfois un peu plus élevés que ce qu'on aurait sur une croissance plus faible, et on l'assume et c'est normal. Mais en fait, c'est surtout l'exécution, parce qu'il c'est un métier où en fait, on peut avoir des fonds, ce qu'on veut, mais nous, on s'est rendu compte que nous, il y avait trois vraiment grosses choses vraiment importantes chez nous. Peut-être plus que dans un magasin bio classique. Donc, il y a l'offre, mais ça, c'est exactement pareil pour tout le monde. Il y a la marque, et ça, c'est effectivement exactement pareil, même si, en fait, quand on n'a pas de relais physique pour véhiculer la marque, en fait, ça devient encore plus important d'aller la véhiculer et d'aller pousser ses valeurs et d'aller vraiment montrer qu'en fait, on est authentique et que c'est pas du greenwashing ou quoi que ce soit et qu'on essaie vraiment de faire les choses bien. Ça, c'est une vraie difficulté. Une création de marque en ligne, c'est plus compliqué, je pense, qu'une création de marque physique. Et ensuite, il y a effectivement la logistique. Et là, c'est la pure exécution. Voilà. Top. Merci. On va commencer avec des questions. On va se répartir. Florence, vas-y. Ok. Donc, j'ai Amandine qui demande, est-ce que vous avez constaté des attentes différentes des consommateurs en e-commerce versus les magasins physiques? Sont-ils plus ou moins sensibles à certains engagements? Voilà.
Alors, Bon, Nathan, je peux commencer. Alors, je trouve qu'on a effectivement, nous, on a regardé un petit peu, où on a des panels, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement pas tout à fait la même clientèle qu'un magasin bio classique ou d'un drive. Et nous, on a une clientèle qui est entre les deux, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont quand même attirés par l'aspect prix ou qui viennent justement du drive et qui veulent justement plus d'engagement. Donc, on a un petit peu ces deux populations. C'est-à-dire soit des gens qui, en fait, ne peuvent pas faire un panier, on va dire, de stock-up, de gros stock dans un magasin bio classique à cause du prix. On se retrouve avec ça devient très, très élevé. Donc, ils continuent à aller en magasin bio et donc, ils ne vont pas chercher les mêmes produits. On va avoir des produits plus de fond de placard, etc. Et des produits, on va dire, un peu moins de produits niches, en fait, de manière générale, en ligne que dans un magasin bio, j'ai l'impression, d'après nos ventes. Et de l'autre côté, effectivement, on a des gens qui viennent d'un drive Leclerc, Carrefour et qui voient en fait une manière d'aller plus loin dans leur engagement. Nous, je pense que nous, on a des ventes qui sont pas du tout les mêmes que ce qu'on va retrouver dans un magasin bio classique, dans le sens où il y a plus de produits lourds. Voilà. Et bien sûr que les végétaux, tout le monde en vend beaucoup, mais je pense qu'on en vend plus, etc. Ce genre de choses. Voilà, typiquement des couches, c'est très important chez nous. Je ne pense pas que ce soit le plus important dans un magasin bio classique. Donc, on a quelques changements de consommation assez forts. Ouais. Top. On avait quelques questions, nous aussi, de notre côté, qui ont été votées en amont. Moi, j'ajouterais juste, pardon, nous, c'est un petit peu le contraire sur les sites de marque. Je pense qu'au niveau des produits niches, on en vend plutôt pas mal en proportion, enfin plus que dans les magasins physiques, parce que justement, quand les clients n'arrivent pas à trouver en magasin physique certaines références un peu particulières ou très pointues, ils se tournent vers le site de marque. Donc, nous, c'est un petit peu ce qu'on observe. Alors, évidemment, en proportion, on vend beaucoup plus des best-sellers. On continue à vendre les best-sellers des marques. Mais là où parfois, dans les top ventes, les marques sont surprises parce que certaines références remontent un petit peu. Et c'est justement parce qu'elles ont une distribution numérique souvent qui n'est pas très forte en magasin physique. Et du coup, le client vient le chercher sur le site. Voilà. Donc, on a cette différence. Donc, ouais, j'ai un combo de 2 questions un petit peu marché. Une question qui a été bien votée, c'est quel pourcentage des achats alimentaires, d'après votre veille, sera fait en ligne d'ici 5, 10, 15 ans? Et la question qui est liée, en fait, et je vous laisserai chacun peut-être avoir un avis dessus, est-ce que le développement de la vente en ligne est un passage obligé pour la distribution spécialisée? Qui veut démarrer? Moi, sur le pourcentage, la question marché, aujourd'hui, on est à peu près donc pré-Covid, on était à 5-6%, donc c'est beaucoup de drive, 5% de drive et 1%, on va dire, sur le reste. Donc ça, c'est sur l'alimentaire global, le I alimentaire. Dans des pays, on va dire, qui sont allés au bout, souvent, ça passe en S-curve, entre guillemets, c'est une courbe en S. Donc, en fait, il y a une adoption qui augmente pendant une période courte, et puis ensuite, ça se retasse. Moi, j'ai l'impression que là, on est plutôt à 7-8% post-Covid. On était à 9, quasiment 9 ou 10 durant la période, et puis c'est un petit peu retombé. Et moi, selon moi, ça va être plutôt d'ici, allez, on va dire 10-20 ans, je pense qu'on va arriver plutôt à un taux de 20%. Ça ne va pas être non plus stratosphérique. Moi, je n'attends pas quelque chose de totalement stratosphérique parce qu'il y a bien de catégories où on a quand même besoin de continuer en fait, de voir les produits, notamment sur le frais, etc. C'est une occasion d'achat qui est malgré tout souvent complémentaire de notre occasion d'achat. Mais oui, je pense qu'on peut arriver à 20% en Corée ou dans d'autres pays plus avancés, on est à 20% par exemple. Ariane, Céline, ça correspond à ce que vous aviez aussi? Oui, moi je suis tout à fait d'accord que c'est complémentaire aussi. Ça fait partie d'un changement malgré tout de comportement de consommation qu'il faut prendre en compte, même si ça ne représentera pas la majorité dans 10 ou 20 ans. En revanche, oui, il ne faut pas le délaisser en tout cas, et pour les magasins bio et pour les marques. Oui, nous aussi, les chiffres se rapprochent de ce que présentait Nathan. Là, on estime aussi qu'on sera probablement à 20% d'ici 15-20 ans, 15 ans plutôt. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas s'arrêter et qu'une marque qui ne s'y mettrait pas aujourd'hui, elle risque quand même de se couper d'une grosse partie du marché plus tard. Alors, c'est un site propre, mais pas que, évidemment, c'est être présent sur les sites généralistes et tout ça. Mais en tout cas,
en tout cas, avoir son site propre, c'est proposer aussi une autre expérience. Et de toute façon, oui, il faut que les marques s'y intéressent aujourd'hui parce que l'allure, on voit que le contexte change beaucoup. Voilà, le Covid, on ne s'y attendait pas, ça a provoqué une grosse accélération. Il y en aura peut-être d'autres événements qui vont aussi accélérer ou faire décélérer un petit peu ça. Mais en tout cas, ça ne va pas s'arrêter. Donc, c'est important de s'y mettre maintenant pour ne pas se couper de ce marché plus tard. Et sur la distribution bio spécialisée, donc on est, je sais pas, 9% peut-être actuellement en global de l'alimentaire. Sur le bio spécialisé, d'après les infos qu'on peut avoir, franchement, je pense pas qu'il y ait une chaîne à plus de 2%. Est-ce que c'est un passage obligé ou est-ce que le train est passé ou est-ce que c'est un choix stratégique assumé de ne pas y aller? Voilà, la question, c'est ça qui a été voté. Le développement de la vente en ligne est-il un passage obligé pour la distribution bio spécialisée? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, ça rejoint ce que je disais avant, hein, bio spécialisé ou pas bio spécialisé, pour moi, c'est un passage obligé. Enfin, on ne voit pas tellement comment ça va s'arrêter. Donc, Ouais, et puis je pense qu'il y a effectivement, je veux revenir à la France, c'est un cas vraiment spécifique dans le sens où il y a des drives et c'est vraiment 90% du e-commerce en France, il y a du drive. C'est une anomalie entre guillemets par rapport aux autres pays européens, aux États-Unis ou à d'autres géographies. La GSS n'a jamais, il n'y a jamais eu de drive en GSS. Donc, en fait, il y a un vrai décrochage forcément entre un 6-8% à 6% chez les Carrefour Leclerc et 1 à 2%. Le 1 à 2%, il correspond plus ou moins en fait, à cette part-là dans la GSA sans drive. Donc, on va dire que, entre guillemets, hors drive, la GSS n'est pas si en retard que ça par rapport à des Drive ou il y a du click and click collect. and collect quand même. Oui, c'est ça, il y a quand même du click and collect et je pense que les réseaux spécialisés s'y sont quand même un peu mis, poussés par le Covid, mais on a plusieurs grosses chaînes ou même indépendants qui nous ont contactés pour installer des click and collect. Mais le click and collect n'a jamais prouvé son modèle, en fait, c'est surtout ça. Donc oui, bien sûr, ça existe, mais très souvent, c'est un modèle qui est très compliqué puisqu'il y a pas les employés ne sont pas focalisés sur une partie de la chaîne et donc ils sont obligés de jongler entre des activités en magasin et des activités, voilà, il y a souvent un taux de service qui n'est pas forcément bon, il y a une synchronisation des stocks qui n'est pas forcément excellente non plus. Alors voilà, donc c'est souvent compliqué d'arriver à un taux de service qui est fort justement sur cette partie-là et à une récurrence des consos sur du click and collect. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voit que la GSA le click and collect est très très peu utilisé en GSA. Donc oui, il y a une offre qui est faible, mais je pense que c'est une offre qui sera amenée même à évoluer en fait, parce que c'est compliqué de La question, c'est soit de le faire en site propre, soit d'aller faire le picking dans le magasin. En fait. Exactement. En effet, le picking dans le magasin, c'est pas plus une solution transitoire en général, parce qu'en effet, au bout d'un moment, on perd en productivité, quoi. Ok, merci pour vos retours là-dessus. On avait des questions qui étaient intéressantes, questions pour toi, Nathan. Comment est-ce que vous réagissez, vous, au fait que des marques avec qui vous travaillez fassent du direct to consumer également? Est-ce que c'est un sujet pour vous? Absolument pas. Non. En fait, déjà, c'est de l'évangélisation aussi. C'est effectivement souvent, c'est pas du tout la même occasion. Comme Ariane me dit, je pense, ou Céline, on va aller sur. Si je vais sur Beldon, j'imagine, alors c'est un tout petit peu tard maintenant, mais j'imagine qu'il y a une super offre pack qui va être beaucoup plus fournie et beaucoup plus dédiée en chocolat qu'il y a sur la fourche. Et donc, du coup, les gens vont y aller sur cette occasion d'achat-là. Nous, on est très généraliste et donc. En fait, je pense que c'est totalement complémentaire. Moi, on raisonne vraiment en occasion d'achat et nous, on se voit complémentaire par rapport au réseau bio, on va dire physique, dans le sens où on n'est pas du tout sur les mêmes occasions. C'est des gens qui souvent, en fait, ne vont pas utiliser, ils vont continuer à aller en magasin bio. Et donc, ça veut dire que même pour une marque classique, c'est plutôt bien d'être sur la fourche et en magasin bio classique et avoir son portail, on va dire, direct to consumer, parce qu'en fait, ça ne va pas aller toucher le consommateur au même moment. Donc, pour moi, ça va plus pousser justement dans la bonne direction tous ensemble. Ariane, Céline, est-ce que vous avez vu des retours de magasins, de chaînes de magasins par rapport à votre activité en ligne directe? Alors nous, non, pas du tout. Comme disait Nathan, c'est complémentaire, c'est-à-dire que entre la fourche, une Biocoop ou autre enseigne qui est généraliste et dans lequel on peut faire toutes ses courses, et un site de marque où on va acheter des produits spécifiques, c'est pas du tout la même chose. Après, il y a aussi les frais de transport, en tout cas les francos qui
important sur les sites e-commerce de marque et qui fait qu'il vaut mieux commander un gros volume que de commander 100 grammes de biscuits, quoi, en gros. Voilà. Donc non, pas de souci particulier. Et aucun retour de notre côté non plus. Je pense qu'en effet, oui, Nathan et les autres ne peuvent pas tellement reprocher aux marques d'avoir leur portail et leur accès, puisqu'aujourd'hui, c'est presque évident qu'ils en aient un. Donc non, on n'a eu aucun retour là-dessus, ni de la part des marques avec lesquelles on travaille, ni de la part d'autres distributeurs. Donc, merci pour les réponses. On a une question qui est un peu en lien aussi avec ça. Est-il toujours pertinent pour une marque donc non alimentaire bio, par exemple cosmétique, de lancer son site en propre versus être bien référencé chez les e-commerçants dont La Fourche, Greenmeal, Zonatera, Santé Discount? Est-ce que les deux, est-ce qu'on peut choisir l'un uniquement de travailler avec des gros e-commerçants, ou est-ce que c'est intéressant de faire plutôt les deux? Question plutôt pour Céline et Ariane, je pense. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à ça? Moi, je dirais que c'est plutôt intéressant de faire les deux parce que c'est quand même pas la même chose. Et voilà, c'est complémentaire et aussi sa distribution et mieux c'est. Donc les plateformes, le site e-commerce, les marques, les enseignes physiques, etc. Pour moi, c'est ce qui va permettre de diversifier le chiffre d'affaires et ce qui va sécuriser aussi l'activité de manière globale. Alors, je rejoins Céline sur les deux bien sûr. Hein, il faut être présent un peu partout, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Attention toutefois, quand on lance son site, voilà, il faut bien avoir en tête la logistique est un point particulier. C'est pas du tout pareil d'envoyer en effet en B2B et en B2C. Et du coup, si on décide de se lancer, voilà, il faut savoir si on le fait soi-même ou si on le délègue un petit peu, parce que si on décide d'y aller tout seul, c'est pas une décision à prendre à la légère quand même. C'est des investissements, il faut du monde derrière. Voilà, Nathan disait tout à l'heure, on n'a pas de porte, mais on n'a pas de zone de chalandise, donc il faut la créer, donc il faut aller investir pour récupérer. Enfin voilà, c'est pas juste tiens, on ouvre un site et puis c'est terminé, quoi. J'ai une question un peu complémentaire par rapport à la question qui a été posée sur le fait d'être bien référencé chez les e-commerçants. Est-ce qu'on doit vendre sur les marketplaces? Parce que finalement, quand on a un site e-commerce D2C, on est capable d'envoyer à des clients qui auraient acheté sur une marketplace, donc celle de Greenmeal, celle de Cdiscount ou de Amazon. Osons prononcer le nom. C'est une question qui a été pas mal votée. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que les marques bio devraient vendre sur les marketplaces? Si oui, sur lesquels? Comment? Quels sont les risques? Quels sont les intérêts? Comme disait Ariane, il faut être organisé en termes de logistique. Nous, sur la partie e-commerce propre, on l'a effectivement délégué à Aventure Bio parce qu'on n'était pas armé, on va dire, pour cette logistique toute particulière qu'on ne sait pas faire. Et pour les marketplaces, c'est pareil parce que ça fonctionne comme un site e-commerce propre. C'est-à-dire qu'on doit expédier, c'est la marque qui doit expédier les produits. Et si la logistique n'est pas adaptée, ça peut être compliqué parce qu'effectivement, on n'envoie pas au B2C comme on envoie au B2B. Donc, il y a un changement, je pense, à opérer pour vraiment attaquer ce type de marché, sauf à déléguer ces parties-là. Voilà. Mais sinon, c'est toujours intéressant d'aller sur tous les circuits. Hein. Bon, mais voilà, ça rejoint aussi, je pense c'est bien d'être présent en e-commerce le plus largement possible et pourquoi pas en marketplace, bien entendu. Et c'est ce que dit Céline, si on a déjà un site qui fonctionne bien, un site direct consommateur qui fonctionne bien et qu'on sait faire la logistique, aucun problème pour les marketplaces. Si on ne sait pas faire, il faut soit trouver quelqu'un qui sait faire pour nous, soit se mettre à le faire, mais juste pour de la marketplace, c'est quand même, c'est pas trop ce que je recommanderais quand même. Ça peut, il faut être sûr de la marketplace. Voilà, et quel type de marketplace, ça appartient à chacun. Nier que Amazon va faire du chiffre, on ne peut pas. Donc après, c'est à chaque marque de décider selon ses envies, son image, son positionnement, où est-ce qu'elle veut être aujourd'hui. Mais
Ouais, voilà, ça appartient après. Nous, on n'a pas de. Moi, j'ai pas de recommandation particulière là-dessus. Sur le type de marketplace, soit on est partout et après on peut en sélectionner parce qu'il y en a des quand même qui correspondent plus à une image qu'on veut avoir et qui sont un peu plus écologiques en tout cas que d'autres. Voilà. Ouais, sur le côté marketplace, en fait, elles sont écologiques entre guillemets en interne, mais que ce soit sur Amazon, Cdiscount, Greenwiz & Co, en fait, l'écologie, elle est liée vraiment surtout à l'envoi de la commande, puisque donc c'est plus pour moi le côté écologique, c'est plus avoir des minimums de commandes un petit peu élevés, enfin de pas envoyer juste à travers la France, ça c'est quand même un peu compliqué en termes d'aller-retour. Donc peut-être juste essayer de voir si on veut pousser ça, et je comprends qu'il y a une nécessité de diversification. Il y a aussi peut-être une question qui est de dire, OK, comment je le fais en fait, dans quelles conditions je le fais, parce que ce qui est un peu compliqué sur le marketplace, c'est que si on fait une commande auprès de 4 vendeurs différents, on va se retrouver avec 4 colis qui vont venir pour 6 références. Donc c'est là où il y a un petit enjeu et d'authenticité et de sincérité sur la question de l'écologie et de l'impact carbone de la livraison. D'autant que le consommateur l'a pas très très bien compris quand même encore ça. Je pense qu'il y en a encore qui sont surpris de recevoir 4 colis. Ça résonne avec une question qui est posée sur le chat en ce moment. En tant qu'acteur bio et au regard de l'engagement qui est le vôtre, est-ce que vous avez une démarche RSE dans la gestion de la livraison e-commerce intégrant la mesure de l'impact carbone? Voilà, c'est exactement ce qu'on entend dire. Pour le coup, nous, on a lancé la fourche en ayant fait d'abord le calcul auparavant, en fait, Pas lancé. Si on a un impact carbone qui était plus élevé qu'un retailer entre guillemets classique. Donc nous, on prend en compte l'ensemble de la chaîne. On avait fait nos petits calculs, on avait pas mal d'études. En fait, ce qui prend énormément, enfin, présent, elle a très mauvaise presse. Et effectivement, si on va sur Amazon et qu'on commande, je sais pas, un produit sur Amazon, l'impact carbone est assez néfaste, mais il est notamment néfaste à cause des retours. Parce qu'en fait, ça veut dire que pour 40% ou 30% des commandes, il y a une commande retour. Donc, on multiplie l'impact assez fort. Et une deuxième impact qui est est-ce que la commande est en frais ou pas? Le frais, en fait, c'est un impact très fort parce que c'est-à-dire qu'il faut des camions réfrigérés, etc. Et donc, le coût n'est pas le même. Nous, on avait calculé qu'avec un panier moyen qui est au moins 50 €, entre guillemets, en fait, on était même plus bas que certains retailers physiques. Tout simplement parce qu'en fait, on optimise une tournée, c'est-à-dire qu'un camion typiquement de livraison qui va faire, si je vous donne un truc classique, c'est-à-dire qu'il va aller faire une tournée autour de 100 personnes dans une zone de chalandise, en fait, il va dépenser moins de gazole que 100 personnes qui vont dans le magasin et qui se déplacent même de 3-4 km en voiture. Donc ça marche, bien sûr, ça, dans certaines villes où tout le monde se déplace à vélo, le calcul n'est pas le même. Mais voilà, donc on avait vraiment déjà réfléchi à notre impact carbone et essayer de le calculer de manière assez fine avant de lancer pour se dire est-ce qu'on fait ça ou pas. Et puis ensuite, il y a des manières d'améliorer, l'impact. Typiquement, on a lancé la livraison zéro déchet, donc on n'envoie plus avec ce qu'on appelle des transporteurs postaux, donc des DPD, des chronopostes, qui sont vraiment des postaux. On va l'envoyer en fait avec des coursiers, ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir enlever toute la partie consommable. Et donc ça enlève quand même 1 ou 2 kilos de carton, etc. C'est quand même beaucoup plus. C'est un impact qui est plus faible. Et puis la dernière chose, c'est les relais. C'est-à-dire qu'en fait, un relais justement sans retour, c'est un impact carbone qui est assez faible parce que justement, c'est souvent sur la route du consommateur. En fait, il y a si on utilise un relais qui est, je ne sais pas moi, allez, j'habite Asquin, un petit village à côté de Saint-Jean-de-Luz, c'est là où j'ai habité pendant 20 ans. En fait, en allant au pressing à côté, qui est aussi Mondial Relais, en fait, je vais récupérer mon colis, mais ce déplacement, je vais déjà le faire. Donc, il faut regarder un peu les choses dans sa globalité. Nous, à la fourche, on se dit qu'en fait, on a un impact carbone qui est même plus faible que la plupart du temps ce que font nos adhérents en allant dans un magasin physique. Le gros morceau de l'impact carbone de l'alimentation, c'est le trajet pour aller au magasin. Donc le reste, c'est important aussi, mais c'est le plus gros morceau, c'est ça. Donc c'est ce qui sauve le e-commerce là-dedans, même si il y a évidemment plein de choses à améliorer. Il y avait une question qui est revenue souvent, vous en avez beaucoup parlé, la fameuse zone de chalandise qu'il fallait créer. Alors, il y a des questions assez directes dans le chat sur les coûts d'acquisition de la fourche ou des autres. En ordre de grandeur, ça coûte combien d'acheter un client quelque part le coût d'acquisition client en e-commerce? Qu'est-ce que vous constatez, quoi? Ça coûte combien? Et du coup, ça veut dire pour les marques qui nous écoutent ou pour les gens qui veulent lancer un site e-commerce de retailer,
qu'est-ce qu'ils doivent prévoir, envisager comme post-marketing. Je renvoie la patate chaude. Ouais, non, mais alors moi, en fait, le problème, c'est que mon modèle est vraiment différent d'un modèle classique. Alors, au-delà de, effectivement, nous, c'est des informations qu'on ne donne pas le coût d'acquisition, c'est quand même une Répondre directement. Mais au-delà de ça, il y a quand même nous, on a une subtilité, c'est-à-dire qu'en fait, on a un CAC, donc un coût d'acquisition qui est souvent bien plus élevé qu'une commande classique. Enfin, moi, ce que j'entendais sur une commande classique, ça peut coûter 5, 6 euros, 15 euros, etc. Souvent, nous, c'est un peu plus élevé. Mais en fait, c'est un CAC qu'on doit lisser. En fait, comment on raisonne? Nous, on raisonne en fait en fait, le nombre de commandes globales que va avoir un adhérent, en prenant en compte aussi la question après 2 ans, etc. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un coût d'acquisition, c'est un coût d'acquisition sur l'ensemble de la vie du client. Et donc, du coup, il est lissé par rapport au modèle d'adhésion qui permet ça. Donc, je laisserai effectivement je pense que peut-être que vous avez une idée, sans donner le nom, peut-être que c'est quand même vous avez plusieurs magasins en D2C, donc c'est peut-être plus facile de faire une moyenne pour vous. Ouais, ça dépend beaucoup des catégories aussi, hein, honnêtement. C'est ça dépend beaucoup des catégories, ça dépend beaucoup des marques. Aussi, donc il y a des catégories, en effet en cosmétique c'est très bataillé, donc ça coûte plus cher qu'en alimentaire. Ça dépend beaucoup des marques parce que des marques et de leur offre notamment, parce qu'il y a des sites où on a beau essayer, si le site n'est pas très fourni, il n'y a pas grand chose à aller faire dessus, malheureusement on va dépenser beaucoup et puis ça ne va pas convertir comme on le souhaite parce que l'offre en face n'est pas tout à fait pertinente et du coup ils vont préférer aller sur la fourche ou ailleurs pour prendre le produit qu'ils veulent. Donc c'est vrai que c'est pas facile à dire, ça dépend des périodes aussi, parce qu'on a des périodes où les gens vont chercher à Noël, on va aller chercher du chocolat, mais en même temps il y aura tous les autres acteurs qui vont aussi dépenser beaucoup pour vendre leur chocolat, donc ça va coûter plus cher d'acheter des annonces. Donc moi j'ai un peu de mal à dire, c'est ça, on a du 5, on a du 20 euros pour l'acquisition, donc c'est ouais, je sais pas si Simon, tu as une moyenne sur de tes expériences précédentes. Nous, dans les sites, c'est pas très facile de tirer une moyenne, quoi. Entre 0 et 100 euros. Ouais. Ça dépend aussi de... Après, ce qui est sûr, c'est que quand même, il y a des catégories qui sont plus... Enfin, entre guillemets, où c'est plus facile, dans les cosmétiques, il y a des marges plus importantes, c'est des produits à plus de... entre guillemets, c'est plus facile d'envoyer... Enfin, le modèle économique est plus facile pour envoyer des huiles essentielles ou des cosmétiques que de la farine. Donc, les marges ne sont pas les mêmes. Voilà, les marges ne sont pas les mêmes. Le poids, il ne faut pas oublier, le poids en e-commerce, c'est quand même hyper important. Donc, entre envoyer des huiles essentielles qui sont très légères et un paquet de farine pour 50 ou 60 kilos, il n'y a pas les mêmes unit economics. Donc effectivement, ouais, ça peut être plus compliqué. Et après, clairement, il faut quand même un budget marketing aussi pour la visibilité du site de marque, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Donc oui, on ne peut pas dire que ça ne coûte rien, c'est sûr. Et du coup, notre recommandation là, quand on parle site de marque, ça me fait rebondir. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle le site de marque. Est-ce que c'est le site e-commerce ou est-ce que c'est le site de vitrine de la marque? Vous êtes encore nombreux, les marques, à vouloir avoir 2 sites différents. Et du coup, c'est deux dépenses différentes, quoi. Si vous voulez que les 2 soient visibles, souvent, le trafic est divisé en 2 et le budget est multiplié, lui, par 2 ou plus. Du coup, on a de fortes recommandations sur le fait de n'hésitez pas à vendre les produits sur votre site de marque, en fait, sur votre site institutionnel, parce que ça vous permettra quand même d'avoir une meilleure visibilité et de baisser vos coûts d'acquisition. J'ai une question très concrète qui a été plébiscitée dans les votes. C'est à partir de... Est-ce qu'on va offrir les frais de port? Et si oui, à partir de quel montant? Ça pose aussi la question du coût de la livraison. On en parlait tout à l'heure avec comment est-ce qu'on peut optimiser l'impact carbone, mais aussi la partie économique de la livraison. Donc, c'est quoi vos avis là-dessus? Est-ce qu'on doit offrir les frais de port? Nathan, tu veux... Moi, je peux commencer. Hein. Nous, encore une fois, ça dépend énormément du type. Donc, il faut vraiment raisonner en fonction de quel est le panier qui va être fait. Nous, on a un panier qui est assez important, effectivement. Et donc, du coup, l'idée, c'est quand
à partir d'un certain panier, leur débloquer la livraison gratuite. C'est le cas, nous, en e-commerce, en relais, à partir de 49 € d'achat. Voilà, avant ça, et c'est aussi pour pousser justement à faire des commandes un petit peu conséquentes. C'est à la fois meilleur pour l'environnement, c'est aussi tout simplement de manière très opérationnelle meilleur pour nous aussi en termes de logistique, parce que ça permet c'est juste, on a des meilleurs résultats entre guillemets avec des gros paniers qu'avec des petits paniers en termes de logistique. Et donc, en fait, ça dépend vraiment de votre panier moyen. Dire, OK, si j'ai un panier moyen qui est à 20 € en moyenne, ça dépend de votre marge. Et donc, il faut vraiment raisonner en disant, OK, j'ai un panier moyen, par exemple, qui est à 20 €, j'ai une marge à, je sais pas, 50 ou 60%, si je, enfin, 60%, ou si je suis, parce que je vends en direct, si je suis fabricant et marque. Du coup, si j'intègre mon coût d'acquisition et mon coût, où est-ce que j'en suis par rapport à vendre à un grossiste ou vendre à qui que ce soit. Et donc, c'est souvent il faut vraiment faire le calcul en fonction de vos problématiques qui sont propres à votre entreprise pour pouvoir déterminer un palier. La seule chose que je sais, c'est qu'effectivement, la livraison gratuite, entre guillemets, les gens regardent beaucoup la livraison gratuite. C'est un coût qui arrive à la fin du panier. Ça se voit. Voilà, il y a certaines personnes, elles préfèrent augmenter les prix de 0,1% ou de 1% et rendre la livraison gratuite sur l'ensemble du catalogue parce que quand on a des catalogues très fournis, c'est plus facile. Mais oui, les consommateurs sont vraiment très réactifs à la livraison gratuite. C'est ça, je rejoins Nathan surtout. Donc, les consos adorent la livraison gratuite. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible de la faire ni souhaitable. Les consos aussi a du mal à comprendre les coûts d'une livraison, en fait. Donc, ce n'est pas intuitif pour eux qu'on peut leur offrir à partir d'un certain panier. Et par contre, que s'ils commandent 2 sachets de levure, on ne leur offre pas. Ce n'est pas du tout intuitif. On reçoit pas mal de plaintes ou de commentaires en disant mais je comprends pas, j'ai commandé pour 2 € et du coup je paye 5 € de frais de port. C'est pas, donc ça demande pas mal de pédagogie pour expliquer les frais de port, d'autant que je pense que certains acteurs ne nous ont pas aidés en les offrant systématiquement et du coup il n'y a plus trop de réalité. Qu'est-ce que ça coûte en fait le transport? Et après voilà, je rejoins Nathan, ça marche très bien. Nous on essaie on peut pas se permettre de l'offrir tout le temps et donc il faut calculer un panier à partir duquel ça devient intéressant de l'offrir. Et nous, on fonctionne également pas mal par offre un peu flash. Et on sait qu'en général, ça fonctionne très bien parce que les consos adorent. Et finalement, ils vont dépenser exactement ce qu'ils auraient dépensé. Ils auraient eu les frais de port offerts quand même. Mais le fait qu'on leur dise que c'est offert, tout le monde est content. Ouais, moi, je rejoins complètement Ariane là-dessus et Nathan. Nous, on a fixé un panier, un franco assez élevé. Je crois que c'est 59 € d'achat par rapport à la rentabilité de ce qu'on vend aussi. Et on parlait tout à l'heure du côté écologique. Effectivement, envoyer une tablette de chocolat que vous allez payer 3-4 € et rajouter 5 € de frais de port, c'est pas terrible. Et effectivement, ce que vient de dire Ariane, c'est flagrant. Quand on fait des opérations flash, frais de port offerts, ça génère un pic en fait sur le site. Et pour autant, les commandes atteignent de toute façon le Franco Mini. Donc, c'est plutôt draineur de trafic que source de coût pour nous, quoi. Et est-ce que le consommateur, ce qu'il aime, c'est avoir juste un cadeau, un remerciement? C'est-à-dire que est-ce que s'il y avait, je sais pas, un produit offert en plus, peu importe que ce soit les frais de port ou un produit, qu'est-ce qui le fait basculer? C'est les frais de port qui sont offerts ou c'est le fait de se sentir considéré et récompensé de son achat? Honnêtement, ça marche mieux les frais de port que le cadeau, quoi. Alors, ça dépend quel est le cadeau, bien sûr. Ça dépend, pareil. Ça dépend quel est le cadeau. Mais... Je ne sais pas ce que Céline... On a testé les deux, effectivement, et on voit que le petit cadeau, c'est plutôt un remerciement de la fidélisation, alors que les frais de port offerts, c'est un déclencheur d'achat pour le coup. Ce qui n'est pas le cas du petit cadeau. Vous avez identifié le pourcentage de ventes que vous avez avec les frais de port offerts versus frais de port payants? Est-ce que ça vous en débloque vraiment un pourcentage supplémentaire important, cette limite? Alors, c'est pas
J'ai pas la mesure exacte. Ce qui est sûr, c'est qu'on a de toute façon plus de trafic quand on fait ça parce qu'on communique pas mal dessus. Donc, on a beaucoup de trafic qui viennent que pour ça et du coup qui convertissent facilement parce qu'ils sont venus en sachant que l'offre était en cours. Donc, du coup, ça biaise aussi un petit peu la donnée. Mais c'est sûr que ce qu'on voit quand voilà, au sujet des frais de port, Nathan a raison, ça arrive à la fin. Il y a pas mal de personnes qui ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés jusqu'au dernier moment parce qu'ils ne sont pas allés voir. Ce n'est pas un réflexe d'aller voir dans les conditions les frais de port. Donc, ils s'en rendent compte à la fin. C'est un peu un travail continu qu'on a de monitorer ça pour ne pas perdre trop de monde entre la mise en panier et le paiement parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des frais de port trop élevés, d'essayer de récupérer en expliquant comment on peut diminuer ces frais de port. Mais voilà, sur le chiffre précis, je ne l'ai pas. Mais il serait de toute façon un peu biaisé, comme on dit, parce qu'on communique beaucoup et on voit que c'est suite à la communication que les clients arrivent en masse sur le site pour remplir leur panier, quoi. On a une question sur le chat. Les clients du e-commerce sont-ils plutôt urbains, citadins ou pas de différence? Et est-ce que vous avez un pourcentage aussi de clients selon les tranches d'âge? Urbain, ruraux, peut-être. Ouais. Est-ce que vous avez des stats là-dessus ou est-ce que pas trop? Alors nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des clients qui sont un peu plus jeunes qu'en magasin bio classique. Il me semble que la moyenne d'âge d'un magasin bio classique, c'est une grosse quarantaine d'années, quoi, à peu près 40 et quelques. Nous, on est plutôt vers sur du 35, voire plus. Bon, on est plutôt de 35-37 en moyenne, donc plutôt jeune famille. Donc, c'est plutôt des clients entre. En revanche, sur le côté urbain citadin, nous, on a vraiment de tout. En fait, l'idée au départ de la fourche, c'était vraiment de pouvoir toucher tout le monde. C'est pour ça qu'on a. Nous, en fait, ce qui nous faisait peur, c'est de faire un modèle, entre guillemets, pour CSP+. Voilà, et de cantonner le bio à des classes des CSP aisées. Et donc, c'est aussi d'où l'idée de l'adhésion et justement de, entre guillemets, échanger du pouvoir d'achat contre de la fidélité. En fait, c'est vraiment ça, en fait, si on résume la fourche. Et en fait, ça permet de toucher à la fois des gens qui sont en ville et qui, effectivement, notamment dans des… Voilà, qui sont urbains, totalement urbains. Si on prend les 5 sur le premier quintile, donc sur les 20% des villes les plus grosses en France, on est en surindex. Et ensuite, on surindexe aussi sur les tout petits villages, les 40%, les villes les plus petites. On a aussi beaucoup d'adhérents qui vivent totalement à la campagne, qui sont justement où le premier magasin est à 10 km. Ce n'est pas forcément un réflexe. Et donc, on a vraiment de tout. Donc, voilà, c'est ça, je trouve qu'il y a aussi la beauté du e-commerce, c'est que ça permet d'aller toucher justement un peu tout le monde. Voilà. Nous, on n'a pas de données précises, on sait pas quelque chose qu'on suit très précisément, mais on voit quand même passer et en effet, on a un peu de tout. On a pas mal de citadins, je dirais dans les tranches d'âge un petit peu plus jeunes et on a pas mal de personnes qui recherchent absolument la marque et qui la trouvent pas en point de vente et du coup là, qui sont plus dans des régions un peu plus rurales. Mais voilà, on a vraiment de tout, c'est assez varié. Je crois que dans les drives en GMS, ils disaient les mêmes clients en 10 ans de moins. Mais je crois que c'est en train d'un peu de changer. Alors, notamment parce que ça fait 10 ans qu'on disait ça, donc maintenant, forcément, les gens… et je pense que c'est cette dynamique qu'il faut avoir en tête aussi. C'est que les clients plus jeunes qui sont e-commerce depuis longtemps, voilà, comme tout le monde, ils prennent un an tous les ans. Et finalement, c'est beaucoup mieux distribué maintenant et ça ne va pas aller en s'améliorant parce que je ne sais pas si, Nathan, vous en avez des clients, vous identifiez bien des clients de 25 ans, mais j'aimerais bien savoir la part des achats alimentaires réalisés par les gens de 25 ans. 25 ans, nous, on n'en a pas énormément, mais parce que je pense que aussi, c'est propre au réseau bio, il y a quand même une prise de conscience au moment de la parentalité, on va dire, et voilà, donc… je pense qu'on a plus des jeunes familles. Et puis bon, notre modèle aussi, et c'est un modèle pour les familles. Donc, c'est un modèle de stock. C'est des gens qui vivent plutôt, qui ont de la place pour stocker, pour faire des grosses commandes. Donc, c'est des 25 ans urbains qui habitent dans un petit appartement. Ce n'est pas forcément notre cible. Il y en a, mais ce n'est vraiment pas forcément notre première cible. On a un bloc de questions aussi qui nous avait été posé, qui avait été pas mal voté. C'était sur la partie création du site, enfin projet e-commerce. Combien de temps ça prend de créer son canal e-commerce avec le site, la logistique, tout ça. Et une question sur la plateforme qui pouvait être utilisée.
Qu'est-ce que vous avez comme retour d'expérience là-dessus? Alors, je pense que les délais sont différents, donc je pense que je vais laisser Ariane répondre sur les délais. Sur la plateforme, je pense qu'on est tous d'accord. Céline, elle l'a fait côté marque, donc on va... Ouais, Oui, alors c'était aussi un contexte particulier. On était parti pour prendre un petit peu notre temps et finalement, avec le confinement, on a dû accélérer un peu les choses. Donc, je dirais, tu me dis Simon si je me trompe, mais on a mis 3-4 mois pour pouvoir lancer un premier draft, on va dire, qu'on a affiné après et être disponible. En fait, on avait entamé avant le confinement et on a dû finir précipitamment. Je ne sais pas, début juin, on a dû ouvrir, il me semble. Donc, ça a été assez rapide. Après, je pense que si on veut le faire correctement, il faut un petit peu plus de temps. Et simplement, nous, on n'a déjà pas toute la partie logistique non plus, puisque c'est la partie qui est déléguée aussi à Aventure Bio. Donc, il n'y a pas toute cette partie-là à gérer. Là, c'était vraiment la construction du site, du pas de porte, quoi, clairement. Voilà. C'est ça, c'est très différent. Il faut bien distinguer, créer un site et après opérer le site derrière. Si le projet, c'est de faire vous-même votre e-commerce, là, je pense qu'un an n'est pas trop, et encore si vous êtes une entreprise qui va vite. Si le projet est juste de faire un site e-commerce et d'en déléguer l'exploitation, notamment avec nous voilà, en 3 à 6 mois, enfin c'est même souvent plus rapide, ça dépend pas mal des marques, mais à partir du moment où la marque a pris la décision de le faire et a les éléments, parce qu'en fait voilà, ça dépend de la marque, son assortiment, qu'est-ce qu'elle veut mettre, si elle sait ce qu'elle veut mettre en ligne, si elle a les bonnes photos, tout ça, voilà, tout ça peut prendre plus ou moins de temps, mais en fait en matériel marketing à mettre en ligne, mais en 3 mois, oui, on fait quelque chose sans aucun problème. Ouais. Et Nathan, pour vous, ça a pris combien de temps? Ça a pris beaucoup de temps, mais c'était vraiment. Mais non, entre le moment où on a lancé et le moment où on a commencé à créer le catalogue, alors c'est différent parce que nous, on avait un volet fournisseur où il fallait, voilà, première relation avec grossiste, etc. Mais sur le côté, en fait, si on est une marque, on a son contenu, on a son achat d'art, entre guillemets, donc c'est son média, on a entre guillemets, on a l'ensemble du contenu qu'on doit mettre sur le site. Enfin, on peut, entre guillemets, on peut lancer très très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes comme effectivement Shopify ou d'autres, mais il y en a d'autres qui existent. Ça coûte 100 € d'acheter un template, de mettre son logo dessus et boum, de le lancer et d'acheter. Ça peut être très 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 rapide. Ensuite, souvent, on a justement besoin de caler les autres problématiques, la logistique, le milieu, etc. Et ça peut être vraiment rapide, effectivement. Et je pense pour reboucler sur la plateforme, nous on avait regardé, donc il y a plusieurs plateformes. Si on se distingue, il y a deux types de plateformes. Il y a des plateformes qu'on appelle en SaaS, donc entre guillemets c'est du e-commerce en as a service, où en fait tout est géré, notamment les serveurs, etc., etc. Et puis il y a du e-commerce, on va dire plus propriétaire, des plateformes comme PrestaShop, Magento, etc., où là il faut une capacité de développement pour pouvoir, voilà, mais du coup avec souvent parfois des performances qui sont un peu meilleures, aussi beaucoup plus compliqué. Et donc, dans le cas de je pense, d'un projet de D2C, effectivement, des plateformes SaaS comme Shopify sont beaucoup plus simples d'accès. Donc, nous, on s'est directement lancé via ça et on remercie, je pense, chaque jour le fait d'avoir commencé par ça et pas par autre chose, parce qu'en fait, on était 3 fondateurs, mais aucune notion technique. On n'avait pas de développeurs. Donc, on a fait exactement... voilà. Et on s'est lancé avec un site qui ramait 8 secondes en moyenne par chargement de page sur la première version. Donc, nos premiers adhérents, c'était vraiment ils en voulaient, on va dire. Il y avait des grosses photos, je pense, ou des grosses vidéos. Ouais, c'était compliqué. On ne va pas contredire parce que nous aussi, on travaille avec Shopify. Et, personnellement, je ne le développe pas, donc... Mais ceux qui développent chez nous n'en changeraient pour rien au monde. Mais en tout cas, je m'occupe de la gestion et pareil, c'est très, très fluide, très facile. La prise en main est assez simple. Et en effet, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur le site. Donc. On a une question dans le chat, Nicolas qui demande l'objectif de taux de conversion pour savoir si un site est efficace et quels sont les meilleurs leviers pour augmenter cette conversion. Super question.
Ariane, toi qui vois plein de sites peut-être. Ouais, alors c'est pareil, ça dépend de ce qu'on vend sur un site. Est-ce que c'est de l'alimentaire? On va peut-être plus parler d'alimentaire ici. En alimentaire, nous, on dit qu'à partir de 1,5%, on commence à pouvoir travailler, mais c'est pas encore top. Nous, on essaie de tendre vers les 3%. À partir de 3%, on pense que là, voilà, là, ça commence à être un bon taux de conversion. Ça veut dire que l'offre fonctionne et plaît. Dans les leviers, en fait, c'est ça. Est-ce que l'offre est équilibrée? Est-ce que le client vient et trouve ce qu'il cherche? Est-ce que les frais de port, voilà, à quel moment il abandonne, en fait? Est-ce que les frais de port ne sont pas trop élevés? Est-ce qu'il trouve une expérience particulière? Alors là, je vais parler pour les sites D2C, mais voilà, s'il y a exactement la même offre que sur d'autres sites généralistes, il faut qu'il trouve quelque chose de particulier. Et pourquoi est-ce qu'il passerait à l'acte sur le site de marque? Donc, il faut essayer d'avoir des exclusivités, des choses un peu différenciantes ou une vraie expérience de marque qui permettent à ce taux de conversion d'augmenter. Voilà, je crois que j'ai à peu près eu tout. Je pense que sur les leviers, alors il y a effectivement il y a la livraison, il y a tout simplement l'UX du site. En fait, c'est ça, voilà, qui est hyper important. Experience pour ceux qui ne sont pas natifs. Exactement. Donc c'est est-ce que en fait on a est-ce que juste le design est fait est-ce que le design est bien fait, et donc du coup ça va amener le consommateur à aller à la prochaine étape, quoi, tout simplement. Et donc il y a beaucoup de choses en fait dont on ne soupçonne pas, mais typiquement la manière dont sont écrits. En fait, le plus important, c'est par exemple tester ces messages. Donc écrire un message, voilà, je sais pas, le meilleur du bio à moindre prix ou le meilleur du bio moins cher, en fait ça n'aura pas le même taux de conversion. Et donc, le fait de pouvoir tester les deux, attendre un petit peu et voir si on a un meilleur taux de conversion en fonction des messages. Et donc, on peut optimiser plein de choses ensuite. Mais déjà, le fait d'optimiser sa première page, la home page, la page où qu'elle soit vraiment optimisée pour aller pousser à l'achat de produits, c'est ça qui est le plus important. Et après, il y a la partie animation, comme disait Ariane, les frais de port offerts, de l'emailing régulier aussi pour réactiver les clients, peut-être une mise en avant spécifique d'un nouveau produit. Là, je vois le commerce équitable prochainement, donc on fait une offre spéciale. Voilà, c'est vraiment la partie animation qui va développer aussi la conversion. Clairement. Petite question que j'aime bien. Quelles sont les choses auxquelles on ne pense pas avant de se lancer dans la vente en ligne et qu'on découvre sur le tas? Je vais peut-être avoir des... Je sais pas. Si vous voulez un peu de temps pour réfléchir, on peut prendre une autre question entre-temps. Moi, je dirais que si on se lance tout seul, il faut penser quand même que les consommateurs, c'est différent. Vraiment, c'est pas pareil que le professionnel. Nous, on voit les deux, en fait, et on fait notamment le service client des deux parties, une partie professionnelle et une partie consommateur. C'est pas pareil. Il faut quand même faut être prêt. Donc, voilà, il y en a qui rigolent parce que voilà, on a des questions surprenantes. Mais il faut... donc, il y a déjà cette partie qu'il faut bien avoir en tête. Toute la partie c'est quoi? C'est plus dur les consos, c'est plus dur les pros Ça râle plus. Un conso, ça râle plus. Il y a la barrière de l'écran, donc ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Donc, c'est beaucoup plus... ça quémande beaucoup plus, ça vient, voilà. Et puis ça a parfois des demandes très surprenantes. Ouais, ça laisse moins passer. Je pense qu'un commerçant, il sait, et lui aussi, il vit le même côté avec les consos, donc il ne quémande pas de la même manière. Et c'est vrai que ça, voilà, c'est assez particulier, mais le client est exigeant, et en effet, il faut que ça se passe bien de bout en bout. Et on a vite les retours si ça se passe pas comme souhaité, quoi. Et notamment on peut croire qu'il y aurait de la tolérance parce que c'est expédié, parce que si ça arrive cassé, en fait, c'est pas franchement de notre faute. Voilà, c'est quand même important pour le consommateur que ça arrive bien. Il ne laisse pas passer grand-chose. Céline, vous avez appris des choses sur le tas. On a des consommateurs qui aiment bien discuter en plus. Ah oui, ça aussi, il faut avoir un peu de temps des fois.
Non, après, oui, nous, c'est une partie qu'on a déléguée, donc c'est facile pour nous. Mais en tout cas, c'est effectivement la relation consommateur. Elle n'est pas à négliger. Elle n'est pas à négliger, ouais, parce elle est importante. Après, je dirais que la génération de trafic, on sait qu'il faut le générer et en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça aussi. Voilà. Donc ça, c'est une partie, en tout cas pour nous, qui a été un petit peu plus dure. Ouais, moi je suis d'accord. Enfin, c'est la relation client, elle se fait notamment via le service client. Et en fait, je pense, enfin, avec la logistique, c'est la partie la plus dure parce qu'en fait, c'est vraiment traiter seulement les problèmes. C'est pourtant, et c'est être réactif sur ces problèmes-là qui font qu'on crée la relation client. Donc, on peut parler de marque, on peut parler de. Nous, on a énormément de choses en fait où on fait la co-création, la collaboration, on fait remonter, on a un catalogue large, donc on fait remonter vraiment les demandes produits. On a créé une tribu où justement ça nous permet d'aller sonder les gens sur le catalogue, sur l'évolution, etc. Donc, enfin, on se voit vraiment comme une marque collaborative. Mais malgré tout, je pense que ce qui fait que les gens restent et aiment la fourche, c'est pas forcément qu'on soit collaboratif. Je pense que c'est un surplus. Et oui, ils vont le voir. Mais tout comme ils vont voir nos engagements, en fait, ce qui est vraiment en revanche, c'est de dire qu'à chaque fois qu'ils ont un problème avec leur commande, on est là, on est réactif et c'est résolu en quelques minutes ou quelques heures au maximum. Bah, ça, c'est vraiment, ça change tout. Donc, ouais. Donc pour moi, c'est un des volets effectivement, les plus importants à avoir. On apprend pas mal de choses justement et ça nous permet d'améliorer parce que au début, typiquement, on avait des taux de casse qui étaient énormes. Donc ça nous permet de tout simplement, nous de voir, de dire, tiens, c'est ces produits-là où il y en a de la casse parce que, et donc du coup, de bouger, de changer nos process en interne, il y a ça. Donc le retour adhérent, il est vraiment précieux pour nous améliorer en interne. Et lié à ça, je dirais aussi qu'on se rend compte sur le tas qu'on a une assez faible maîtrise de tout ce qui est transporteur et tout ça. Donc, on a toute la maîtrise de la logistique avant que ça parte. Et après, on a beaucoup moins de maîtrise. Et le consommateur pense qu'on a une maîtrise complète. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi au fur et à mesure. Parce que oui, on croit qu'il suffit d'aller réclamer aux transporteurs, nous aussi, pour que tout se passe bien. Non, en fait, il y a toute une partie qu'on ne maîtrise pas et qu'il faut apprendre à gérer, à bien gérer pour que le consommateur, que ça se passe au mieux pour le consommateur, alors que c'est pas nous qui maîtrisons cette partie-là. Je rebondis sur le sujet de la casse. Est-ce que vous avez des messages à faire passer aux fabricants sur les produits typiques qui cassent trop, les formats on se rend compte vraiment à l'usage qu'il y a des produits qui cassent significativement plus que d'autres sur le e-commerce. Que vous avez des exemples, des best practices, ou en tout cas des choses à éviter au niveau type de packaging. Qu'est-ce que vous n'aimez pas comme produit? Le moulage de Pâques. Le moulage de Pâques. On n'en fait pas du coup. Belle joueuse. Oui, mais ça, c'est un no-go total, effectivement. On a essayé une fois, il me semble qu'on avait des Pères Noël en chocolat et c'est devenu du débris en chocolat sur les 90%. Les chips, c'est compliqué aussi. Non, il y a les graissins. Enfin, voilà, les chips, ça casse, mais ça souille pas le reste de la commande, en fait. Il y en a des pires. Parce que les jus de fruits, malheureusement, c'est très compliqué parce que ça, on protège au maximum, mais quand ça casse, au-delà de casser, en fait, ça peut abîmer le reste, quoi. Donc, ça demande une attention très particulière. Et ouais, moi, je crois que le top 1, mon top 1 des produits que je n'aime pas trop expédier, c'est le jus de fruits. Plutôt Tetra Pak ou plutôt vert? Ouais, je dirais que vert, c'est pire. Ouais, après le verre, il y a une manière de l'emballer qui fait qu'on peut avoir des taux de casse très très faibles. C'est juste que ça coûte un petit peu d'argent parce qu'en fait, il faut du papier soie, etc. Donc voilà, il y a ça, nous, on a vraiment mis du temps, mais on a des taux de casse à 6% au début ou 10% pendant Covid. 10%, c'est... Et ensuite, là, on est redescendu à moins 1%. Je pense qu'on a 0,8, là, il me semble. Voilà, donc c'est quand même très bas. Il me semble que et sans papier bulle, contrairement à nos confrères qui mettent du papier bulle partout. Et effectivement, ça rajoute de la complexité de ne pas avoir de plastique dans ces colis, vraiment, sur la casse. Et donc, il vaut mieux que vous investissiez sur un petit peu sur moi, je dirais que nous, on a eu ce débat-là sur est-ce qu'on met trop de consommables ou pas. Parfois, une commande à fourche, il y a beaucoup de consommables.
Mais en fait, l'expérience client entre beaucoup de consommables et vous-même, vous dites, ah tiens, je consomme trop, ça me coûte un peu d'argent. Et en fait, le retour que vous allez voir, parce que sur un produit cassé, c'est du simple au quadruple. Donc, il vaut mieux investir un petit peu dans du bon consommable et se faire conseiller par des acteurs du type Raja ou d'autres, mais voilà, des cartonniers, des gens qui ont de l'expérience pour pouvoir, selon ce que vous vendez, en fait, ça dépend énormément de ce que vous vendez. Même en termes de déchets, c'est pas quand tu dois jeter une palette parce que ça a fui. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça, Et c'est donc, ce que sur tu disais, les... Nathan, sur le retour, il y a un impact écologique énorme. Et en fait, sur la casse, donc, c'est tout ce qu'on essaie de trouver et qui n'est pas facile, la bonne équation entre est-ce qu'il faut mieux un peu surprotéger. Le client ne comprend pas forcément quand ça arrive et des fois râle un peu, mais finalement, lui expliquer que si ça casse, qu'il a souillé tout le reste, qu'on doit tout jeter et qu'en plus, il fait un trajet retour parce qu'en fait, le transporteur, il ne jette pas lui-même, hein, il nous renvoie souvent. Bah là, c'est l'impact écologique, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il est assez catastrophique, quoi. Oui, sachant qu'il faut renvoyer une autre commande. Donc, ça fait 3 commandes. Et en plus, il faut renvoyer notre commande, bien sûr. Donc, non, c'est effectivement. Donc, c'est pour ça. Et les conseils, c'est que souvent, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même des faiseurs et des marques qui, en fait, ont des packaging qui sont plus ou moins intéressants. On le voit très vite. Typiquement, sur les farines, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose qui suit beaucoup. Et en fait, il y a vraiment des gens qui ont fait l'effort d'avoir des paquets qui se tiennent et d'autres paquets qui ne se tiennent pas. Et en fait, ça, c'est des discussions ensuite qu'on a avec nos fournisseurs en disant, je suis désolé, mais en fait, vous appuyez un petit peu, le truc pète énormément. Et donc, ça change énormément. Et donc, ça, on a des discussions très fortes parce que le e-commerce permet de voir aussi les défauts de fabrication beaucoup plus rapidement qu'en magasin physique. Et donc, il y a des défauts de fabrication qui sont là. Et donc, nous, on les fait remonter. Et parfois, on arrive à changer le packaging. Notamment des défauts de bouchonnage aussi, qui justement sur certains jus de fruits, il y a des marques qui est juste donc ouais, c'est effectivement c'est à prendre en compte. Mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose que font pas tous les fabricants. Aujourd'hui, moi, j'étais côté fabricant avant, on le faisait pas. Il y a des tests de transport pour envoyer en B2B. Et il n'y a pas forcément de tests de transport pour envoyer en B2C. Et aujourd'hui, même si vous n'envoyez pas vous-même en B2C, on vous conseille de les faire avec vos packs parce que y a vraiment des marques qu'on arrête parce qu'on n'arrive pas, ou des produits, on n'arrive pas à les expédier. En fait, il y a certains sachets qui sont remplis de gaz pour préserver qui systématiquement explosent dès qu'ils sont un petit peu comprimés. Enfin, on a plusieurs choses où finalement, on voit qu'il y a eu des tests faits pour être envoyés en palette, mais pas de tests faits pour être envoyés en colis individuel à côté de jus de fruits et autres, quoi. On va devoir, pardon Ariane, je pense qu'on va devoir clôturer, parce qu'il est presque 11h15 et on pourrait rester encore longtemps, mais à mon avis, on va devoir s'arrêter. Un petit mot de la fin, Simon, peut-être? Eh bien, passez nous voir à Natexpo, parce qu'on est sur... C'est un très bon... Pour prolonger la discussion. Nathan, j'imagine que tu seras aussi, vous avez sans doute pas de stand, mais... On n'a pas de stand, peut-être qu'on aura un jour, c'est vrai, mais on n'a pas de stand, on vient plutôt, mais on y est chaque année, effectivement. On prend plaisir à voir tout le monde. Nous, on l'utilise vraiment plus pour aller justement rencontrer tous nos fournisseurs et tous nos producteurs et toutes les marques avec qui on travaille. Donc, c'est plus de l'autre côté, mais c'est un super moment. Écoutez, non, mais moi, je pense que juste pour résumer, en fait, là, il y a une centaine de personnes qui est sur le webinaire. Je pense qu'il faut, dites-vous que ça se fait, que la partie technique, entre guillemets, du commerce n'est pas si compliquée. Je pense que ça peut faire peur, mais c'est pas si compliqué. En revanche, il y a une partie de modèle économique à trouver qui est souvent plus complexe que ce qu'on le pense. Donc, en fait, on va sous-estimer, je pense, la partie modèle économique. Et on va un petit peu surestimer la partie technique parce qu'on n'a pas les compétences. Donc, avant de vous lancer, pensez plus à votre compte de résultat qu'aux besoins en développement. Voilà, c'est mon conseil. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, bonne journée. Et puis, donc, le prochain, je vous le dis de suite, c'est le 31 mai. On parlera d'étiquetage nutritionnel et d'affichage environnemental. Voilà. Oh là là, encore un sujet intéressant. C'est ça. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Très bonne journée. Bonne semaine. Au revoir.